Activité 9. À l'heure actuelle, les grandes surfaces ont déjà des conventions avec des associations. D'ailleurs, c'est faux, madame, c'est faux ce que vous dites. Faux. Guillaume Babs, vous, pour les épiceries alimentaires. Ça fait des années. Attendez, il ne faut pas dire les choses fausses. Vous demandez la vérité, monsieur. Il ne faut pas dire. Monsieur Babs, s'il vous plaît, je vais répondre. Merci. Peut-être laissez-vous s'exprimer Guillaume Babs juste quelques secondes. Oui, allez-y, monsieur de Rambach. C'est quelque chose que je connais par cœur quand même. C'est du vécu. Donc, monsieur Babs, c'est gentil, mais vous parlez de choses que moi je connais. Copyright RFI. Activité 10. Extrait 1. Bien que le livre numérique permette au lecteur d'avoir à disposition de nombreuses œuvres littéraires sur une tablette, il ne pourra jamais remplacer le livre papier auquel nous sommes beaucoup attachés et qui offre un meilleur confort de lecture. Extrait 2. Le livre numérique est une invention géniale. Grâce à elle, vous pouvez télécharger et stocker des centaines de livres sur une tablette tactile et par conséquent, vous libérez un espace précieux dans votre appartement. Extrait 3. Non seulement les livres numériques sont mauvais pour les yeux, mais aussi ils sont dépendants d'une batterie qui s'épuise très vite. Sans parler de tous les problèmes informatiques courants qui vous empêchent de lire tranquillement. Activité 11. Première question pour vous, Hugues Lenoir. Ce baccalauréat, qui est pas si difficile à décrocher quand on est au lycée, quand on va jusqu'à la terminale, paraît être aujourd'hui un diplôme incontournable. On ne peut plus s'en passer si on ne l'a pas et si on veut avancer, il faut retourner au lycée, essayer de le décrocher par correspondance. Avant d'y retourner, il faut y avoir été accepté et avoir poursuivi son cursus jusqu'au bout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans la logique, passe ton bac et tais-toi, on verra après. Je pense que le baccalauréat a pris dans les 20 dernières années une place tout à fait essentielle qu'il n'avait pas forcément tout à fait antérieurement. Ce qu'on peut remarquer, qui est peut-être un petit peu lié à l'échec de certains, c'est que le baccalauréat conditionne l'ensemble du système d'enseignement. Dès la 6e, on prépare les enfants à passer le bac. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de surdétermination des élèves face à cette épreuve, qui retire, de mon point de vue, de la liberté aux enseignants, qui conditionnent les programmes et qui ne facilite pas les apprentissages à certains jeunes élèves. Copyright France Culture. Activité 12. Bonjour Dorothée. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, vous êtes à la Garenne-Colombe? Oui, exactement. Et alors je lis sur la fiche que l'on m'a transmise, manger bio c'est plus sain. Excusez-moi, j'ai pas entendu manger bio. Manger bio c'est plus sain. Vous le pensez? Alors, oui. Pas totalement, en grande partie, mais pas totalement. En fait, moi j'essaie de consommer, d'acheter bio le plus possible, notamment dans l'alimentation. Après, bon, je fais des petites dérives aussi dans les produits ménagers et dans les cosmétiques, mais mon budget principal, c'est quand même la nourriture. Et c'est quand même, moi ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est quand même un privilège de manger bio, ça reste très coûteux et ce serait bien que les prix soient abordables et beaucoup plus accessibles à tous. Mais après, la notion de bio, pour moi, elle est quand même utopique, parce qu'on peut pas supprimer 100% des résidus chimiques et les produits qu'on importe ne sont pas d'autres pays n'ont pas la même réglementation qu'en France pour avoir de label bio forcément. Donc du coup, c'est quand même malgré tout limité. Donc il faut quand même faire attention de la provenance des produits bio qu'on achète. Copyright Europe 1. Bonjour Dorothée. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, vous êtes à la Garenne-Colombe? Oui, exactement. Et alors je lis sur la fiche que l'on m'a transmise, manger bio c'est plus sain. Excusez-moi, j'ai pas entendu manger bio. Manger bio c'est plus sain. Vous le pensez? Alors, oui. Pas totalement, en grande partie, mais pas totalement. En fait, moi j'essaie de consommer, d'acheter bio le plus possible, notamment dans l'alimentation. Après, bon, je fais des petites dérives aussi dans les produits ménagers et dans les cosmétiques, mais mon budget principal, c'est quand même la nourriture. Et c'est quand même, moi ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est quand même un privilège de manger bio, ça reste très coûteux et ce serait bien que les prix soient abordables et beaucoup plus accessibles à tous. Mais après, la notion de bio, pour moi, elle est quand même utopique, parce qu'on peut pas supprimer 100% des résidus chimiques et les produits
qu'on importe ne sont pas d'autres pays n'ont pas la même réglementation qu'en France pour avoir de label bio, forcément. Donc du coup, c'est quand même malgré tout limité. Donc il faut quand même faire attention de la provenance des produits bio qu'on achète. Copyright Europe 1. Quatre. Prendre des notes. Activité 13. Selon vous, vaut-il mieux prendre des notes à la main avec un stylo et une feuille de papier ou bien taper ces notes directement sur l'ordinateur? Est-ce qu'on peut savoir quelle est la meilleure méthode de prise de notes? Oui, on le sait parce que des chercheurs ont fait une étude et ils ont constaté que le traitement cognitif de l'information n'était pas le même dans les deux méthodes. Je vous donne quelques explications. L'étude a montré que les étudiants qui tapent leurs notes sur le clavier de l'ordinateur écrivent mot à mot ce qui est dit, sans doute parce qu'ils ont l'habitude de taper très vite. Au final, ils ont une très grande quantité de notes. En revanche, les étudiants qui prennent des notes à la main écrivent moins vite parce que la prise de notes manuelle demande plus de temps. Alors ils vont être plus sélectifs. À la différence de ceux qui tapent leurs notes sur l'ordinateur, les étudiants qui prennent des notes à la main font plus d'efforts pour comprendre. Ils vont synthétiser l'information. Et finalement, ils vont noter l'essentiel du cours. Et ça va leur faire gagner un temps précieux au moment des révisions avant les examens. Donc, la conclusion de l'étude des chercheurs, c'est que l'excès de notes, c'est-à-dire le fait d'écrire mot à mot ce que dit le professeur sans faire attention au sens et sans chercher à synthétiser l'information, c'est pas du tout efficace. Et ça ne permet pas de mémoriser le contenu du cours. Activité 14. Oui, il y a un paradoxe dans le fait de énormément se préparer pour être efficace sur une scène. Ce qui est le plus efficace, c'est quand même l'authenticité. Autrement dit, sentir qu'en face de soi, on a quelqu'un qui parle vrai, qui parle tel qu'il est. Or, quand on se prépare beaucoup, quand on répète beaucoup, on a tendance à avoir des automatismes. Ces automatismes qu'on acquiert en répétant nous permettent d'éliminer le stress. Pour autant, et moi quand je prépare par exemple des intervenants à la prise de parole en public, je leur dis n'apprenez pas par cœur. C'est pas bon, ça se sent. Vous êtes dans une approche qui ressemble assez à une répétition ou bien même à la récitation d'un poème, vous voyez, ou d'un texte. On fait pas du théâtre, on fait véritablement de la prise de parole, autrement dit, on crée les conditions d'une conversation. Donc, laissez la place, parfois, à l'imprévu. Laissez la place aussi à l'authenticité, parfois même à l'erreur. L'erreur est très bien perçue par le public. C'est un gage d'authenticité et de vérité. Il faut se préparer, il faut connaître son fond, il faut être en capacité à connaître sa première phrase, par exemple, de prise de parole, sa dernière phrase, sa chute, c'est très important. Mais laisser aussi parfois faire les choses et faire en sorte que le public sente que vous êtes là et que vous êtes vrai quand vous lui parlez. Copyright RFI. « 5. Expliciter les informations importantes. Activité 15. Une enquête de l'Observatoire des familles montre que l'orientation génère des inquiétudes pour 90% des parents. Et j'ai même lu que dans un tiers des cas, c'est même source de conflits entre parents et enfants. Donc on touche vraiment un sujet sensible, Amadou Boye. Très clairement, c'est ce que vous évoquez, c'est vraiment notre quotidien au CIDJ, qu'on sait que la plupart des jeunes, quand ils viennent nous voir, ils viennent avec leurs parents, pour ne pas dire c'est les parents qui les traînent pour venir s'orienter, c'est qui montre à quel point effectivement les parents s'impliquent dans l'orientation de leurs enfants. Mais là, la question que vous posez, quel rôle ont-ils? Prennent-ils trop de place? Alors, moi, j'ai juste envie de vous dire une chose, c'est-à-dire que les parents sont aussi orientateurs au même titre que les conseillers d'orientation, au même titre que les professeurs principaux et toute la communauté éducative. Juste il faut qu'ils sachent prendre leur juste place dans cette démarche qui est complexe. C'est quand même les parents qui connaissent les jeunes parce qu'ils les ont vus grandir, c'est leurs enfants, et connaissent certaines de leurs aptitudes, certaines de leurs qualités qui sont quand même des éléments essentiels pour les stratégies qu'on est amené à leur proposer dans le cadre d'entretien individualisé qu'on propose au CIDJ. Copyright RFI.
Activité 16. Quel regard vous portez-vous sur ce phénomène de l'auto-édition ? Est-ce qu'on est dans un phénomène qualitatif ? Ah non, pas du tout. On est dans un phénomène purement démocratique, c'est-à-dire que les outils permettent à chacun aujourd'hui de mettre à la disposition de tous sur des plateformes ses écrits, quels qu'ils soient. Et donc, ces auteurs sont tout à fait libres d'en user et ils ne s'en privent pas. Donc évidemment, ce système est tout à fait parallèle et en quelque sorte opposé à celui de l'édition, voire de la grande édition, puisque vous le disiez, l'édition, ce qui la caractérise, c'est qu'elle fait des choix et qu'elle risque son capital pour défendre, porter, faire connaître ce texte qui a d'ailleurs, enfin texte ou avec des images aussi, ensemble en tout cas, qui ont été travaillés disons dans un souci d'optimisation avec l'auteur par les bons soins de l'éditeur, si vous voulez. Donc, on est à l'opposé du système de l'auto-édition où là, l'auteur est seul et il met en ligne ou même il peut faire réaliser sous la forme papier, comme le disait Jean-Marc à l'instant, un texte donc qui a priori n'a pas été revu, validé ni sélectionné par qui que ce soit. Copyright RFI. 6. Extraire des informations factuelles. Activité 17. Une diminution du nombre d'inscrits dans les CFA, ces centres de formation pour apprentis, était annoncée pour la rentrée 2020. Mais la baisse des inscriptions n'est pas si importante que prévu. La présidente du Centre Inter-Entreprises de formation en alternance, la CIEFA, révèle une perte de 10% seulement des effectifs. En 2017, l'annonce de l'aide gouvernementale, qui représente entre 5 000 et 8 000 euros par entreprise pour l'embauche d'un apprenti, avait contribué à des recrutements massifs. C'est maintenant la Caisse des dépôts et des consignations, plus connue sous le nom de CDC Habitat, qui promet l'embauche de 5 000 jeunes d'ici les 5 prochaines années. Ces nouveaux stagiaires développeront la gestion locative du groupe. La SNCF, Société nationale des chemins de fer français, prévoit de son côté l'embauche de 7 000 stagiaires d'ici 2025. C'est au salon Apprentissage, Alternance et Métiers, organisé annuellement dans la capitale, qu'on attend un grand nombre de recruteurs et plus de 25 000 jeunes participants. L'agence Éducation et Formation, l'AEF Info, qui organise ces rencontres entre jeunes diplômés et recruteurs depuis 2013, est fière de ces résultats, puisque près d'un jeune sur deux devrait trouver un emploi ou une formation professionnelle grâce à cet événement. Un site internet et une application permettent cette année de compléter le programme et offrent à celles et ceux qui n'ont pas pu se déplacer toutes les informations utiles. N'hésitez plus, vous pouvez aller dès à présent sur le site Jeunes d'Avenir pour trouver une formation en alternance ou une entreprise d'accueil. Activité 18. D'ici la fin du siècle, la surface occupée par les villes dans le monde pourrait être multipliée par 6. C'est une estimation extrême, Eric. Selon un rapport de l'ONU publié cette semaine, en 2050, 70% de la population mondiale vivra en ville. Aujourd'hui, 55% des humains sont déjà citadins. Grâce aux observations satellites, on sait qu'entre 1985 et 2015, la surface occupée par les villes a presque doublé. Ce taux d'urbanisation est 4 fois supérieur aux estimations. Et cela n'est rien par rapport à ce qui nous attend, selon des chercheurs de l'Université du Delaware aux États-Unis. Dans un monde qui s'appuierait sur les combustibles fossiles, la superficie des villes pourrait être multipliée par 3 en Europe et en Asie du Sud-Est, par 4 aux États-Unis et exploser en Afrique. Cette croissance se ferait au détriment des terres agricoles et pourrait être à l'origine de grosses inondations. Mais il ne faut pas oublier que l'urbanisation dépend de nos modes de vie. Ils auront peut-être totalement changé d'ici 10 ans. Dans un monde qui fera le choix d'une économie durable, la croissance des villes sera beaucoup moins importante. Copyright France Inter. Activité 19. Les plats industriels sont-ils plus ou moins chers que le fait maison ?
On dit souvent que cuisiner maison revient moins cher qu'acheter des plats préparés. Amélie, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'INRAE, a voulu en avoir le cœur net. La quantité de plats cuisinés industriels achetés pour l'alimentation à domicile, cela n'existait pratiquement pas dans les années 70. Mais en 2010, on en consommait déjà en moyenne 50 grammes par jour et par personne. Les chercheurs ont répertorié les 19 plats préparés les plus consommés par les Français. La quiche lorraine, le taboulé, la soupe de légumes, le bœuf bourguignon, le gratin dauphinois. Ils ont relevé leur prix en supermarché et à partir des recettes, ils ont estimé le coût de ces mêmes plats faits à la maison. Résultat, Fabienne ? Eh bien, les plats industriels sont presque toujours un peu plus chers que les mêmes plats faits à la maison, mais quand le coût du temps de préparation est considéré, le plat fait à la maison est plus cher que le plat industriel. L'enquête, Amélie, n'a pas pris en compte le plaisir de cuisiner, le goût des produits faits maison et surtout la qualité de ce que l'on retrouve dans son assiette. Copyright France Inter. S'entraîner. 1. Comprendre des émissions de radio et des enregistrements. Exercice 1. Exercice 2. Aujourd'hui, on parle d'un défi pas comme les autres, c'est celui de zéro achat. Le but ? Il paraît pourtant simple. Acheter le moins possible d'objets neufs. Oui, ne rien acheter, ce n'est pas si simple, Mathieu. C'est une vraie épreuve même. Si l'événement est l'occasion de sensibiliser à une consommation plus responsable, c'est surtout un moment d'échange et de discussion. Un moment privilégié pour se questionner sur ses vrais besoins, sur ce qui est nécessaire et ce qui est superflu. Et finalement, à quoi ça sert, Léa, de réduire ses achats? D'essayer de moins consommer? Alors déjà, sur le plan environnemental, c'est un progrès énorme, puisque moins on consomme, moins on pollue. C'est bénéfique pour la planète, mais aussi pour notre porte-monnaie. Mais surtout, avec la grande quantité de choses que nous avons déjà produites, il n'y a pas de risque de manquer de quoi que ce soit pour les siècles à venir. Bon, et côté motivation, tout commence souvent par une volonté d'agir concrètement. C'est ce que m'a expliqué Mélanie Petit, organisatrice du défi Zéro Achat. C'est vrai, la plupart du temps, les participants veulent s'engager de façon concrète, sans savoir vraiment comment s'y prendre. Alors, à la base, ils ont cette motivation forte d'agir. Et nous, avec ce défi, on leur propose un cadre qui leur permet de concrétiser leur démarche, d'aller plus loin. D'autres participants veulent avant tout relever un défi commun. Parce que, quand on est dans une démarche personnelle, on a parfois l'impression de ne pas avancer, on se sent seul. Participer à Zéro Achat, c'est aussi vouloir passer à une démarche de groupe. C'est vrai, faire partie d'une équipe, c'est toujours plus motivant que rester tout seul. Écoutons David, qui a commencé le défi Zéro Achat l'année dernière. Quand on essaie de réduire ses déchets dans son coin, c'est pas évident. Il y a tellement de boîtes en plastique partout, que ce soit à la maison ou au travail, que la tâche paraît impossible. C'est décourageant. On ne sait pas vraiment par quoi commencer. Et puis, quand on débute, on ne connaît pas forcément d'autres personnes qui font cette démarche autour de nous. C'est l'inconnu, c'est difficile. Mais quand on participe à ce défi, on a un but commun. On est avec des personnes qui ont la même volonté d'agir pour l'environnement. Alors, ça fait du bien aussi de se sentir porté par cette énergie de groupe, par des gens qui ont les mêmes envies que nous, qui partagent les mêmes centres d'intérêt, les mêmes valeurs. Mélanie Petit, justement, toute cette énergie, ça va donner lieu à d'autres projets ? Alors oui, c'est vrai, on a remarqué qu'il y a beaucoup de gaspillage dans les écoles, mais aussi dans certaines entreprises. On sait par exemple que beaucoup de mobilier est jeté quand il y a des travaux de rénovation. On jette des bureaux, des chaises, parfois même des ordinateurs. Alors, on aimerait exporter le défi Zéro Achat dans ces lieux, en sensibilisant au recyclage et à la récupération. Eh bien voilà, Zéro Achat, c'est un beau projet avec de l'entraide et de la passion. En tout cas, si l'aventure vous tente, vous trouverez toutes les informations utiles sur zeroachat.fr.
Exercice 3. Vous avez un animal de compagnie mais souhaitez partir en vacances sereinement? Pas de problème, il existe une solution, Odile. Ça s'appelle monsieuranimal.fr. Eh oui, partir en week-end lorsqu'on a un animal, ce n'est pas toujours facile. Alors que vous partiez plusieurs jours ou seulement quelques heures, avec monsieuranimal.fr, vous pouvez faire garder vos compagnons gratuitement, sans avoir à demander à vos proches de s'en occuper et pas besoin non plus d'investir dans une pension coûteuse. Avec monsieuranimal.fr, il n'y a aucun échange d'argent, mais seulement une monnaie virtuelle qui permet d'échanger des services. Par exemple, je peux faire garder mon animal, trouver quelqu'un pour le promener et en échange, emmener un autre animal chez le vétérinaire. C'est une monnaie créée uniquement pour l'application et qui permet aux adhérents de bénéficier des mêmes droits puisque tous les participants partent avec le même nombre de points et échangent des services. Bonjour Patrick Hulot, vous avez fondé monsieuranimal.fr. Vous pouvez nous dire comment ça fonctionne? Alors, monsieuranimal.fr s'adresse aux particuliers qui souhaitent faire garder leur animal de compagnie. La plateforme fonctionne avec des crédits qui permettent d'échanger des services de garde. Oui, c'est un échange de services en quelque sorte. Mais est-ce que je peux participer sans avoir d'animaux? Quels sont les critères? En fait, tout le monde peut s'inscrire. Ce n'est pas obligatoire d'avoir un animal de compagnie. Ce qui nous intéresse, c'est avant tout que les participants adhèrent à notre philosophie et qu'ils soient respectueux du bien-être animal. C'est essentiel pour nous. Avoir un grand terrain ne suffit pas à garantir qu'on peut garder un chien. Et comment pouvez-vous le vérifier? Alors, tout est enregistré sur la plateforme. Quand on s'inscrit, il faut donner des pièces justificatives pour pouvoir valider son profil et rentrer des informations utiles pour la garde d'animaux, comme une description détaillée du logement, par exemple, l'accès ou non à un espace extérieur. Et puis, on demande tout un tas de choses. Les disponibilités, les préférences. On renseigne aussi des informations sur l'animal, son comportement, son alimentation. Est-ce que vous avez pensé à évaluer les services donnés ou les animaux, un peu comme on le ferait pour un hôtel ou un restaurant? Parce que ce n'est pas très objectif. Par exemple, je vais trouver que mon chien est facile à vivre parce que c'est le mien. Mais si je le fais garder, je vais peut-être me rendre compte qu'il est insupportable. Oui, c'est vrai. Alors, il y a la possibilité d'évaluer le service rendu. On peut évaluer la personne, mais aussi donner une note à l'animal, parce qu'on peut ne pas dire la vérité dans le descriptif, qu'il a des troubles comportementaux ou autres. Donc, autant tout clarifier dès le départ. Ça permet de dire ce que l'on pense de son expérience et de la communiquer aux autres utilisateurs. Je vous propose d'écouter Élodie, qui a testé le site pour faire garder ses poissons rouges. Alors, j'ai fait garder mes poissons et en échange, j'ai gardé 2 chiens adorables. Mais quand on n'a pas l'habitude, ce n'est pas évident. Il faudrait déjà avoir gardé des animaux avant de s'engager, car ça peut être compliqué. Ça s'appelle monsieuranimal.fr. Merci d'être venu nous présenter votre plateforme.